Bonsoir et bienvenue à tous. Le 1er avril dernier, au cours d'une émission de télévision sur LCI en France, Jean-Paul Mirat, chef de service de médecine intensive et de réanimation à l'hôpital Cochin insinue, en plein débat sur la lutte contre la pandémie à coronavirus, que l'Afrique devrait être le terrain d'études menées sur le BCG comme éventuel vaccin contre le Covid-19. Dans la foulée, le virologue congolais, le professeur Jean-Jacques Muyembe, indique que la République démocratique du Congo est prête à accueillir les essais d'un futur vaccin, citant en exemple les vaccins utilisés à titre expérimental face à l'actuelle épidémie d'Ebola. La sortie de Jean-Paul Mirat provoque un tollé général. Des grandes figures de sport et de la culture africaine, Didier Drogba, Samuel Eto'o, entre autres, condamnent ces propos, soutenant que les Africains ne sont pas des cobayes. Le ministère français des Affaires étrangères déclare que ces propos de Jean-Paul Mirat ne reflètent pas la position des autorités françaises. Jean-Jacques Muyembe se rétracte, mais on n'entend pas beaucoup les chefs d'État africains sur la question. Est-ce un projet qui est travaillé dans les officines de la France-Afrique? Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer cette façon de penser en plein XXIe siècle? L'Afrique peut-elle, à son insu, être un terrain d'expérimentation du vaccin contre le coronavirus? Quels sont les non-dits de cette affaire? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 le débat. Merci, Madame, Messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débat ce soir, professeur Charles Ngadivna, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Eh bien, bonsoir à vos téléspectateurs et aux très brillants collègues avec qui on va partager le panel. Et je crois que la thématique étant dite, vous voudrez bien que je brûle un siège à tout le corps médical qui œuvre au quotidien pour nous sortir de cette terrible pandémie. À ceux qui sont encore sous le poids de cette maladie, je voudrais dire tous mes propos pour requinquer leur morale, et à ceux qui sont encore épargnés de suivre la discipline prescrite par le gouvernement de la République. Parce que la pandémie est sans précédent. Il y a eu la peste, il y a eu d'autres maladies, mais je crois que le coronavirus reste encore quelque chose d'inédit, quelque chose de mythique, quelque chose d'énigmatique. Merci, professeur Charles Ngadivna, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes enseignant de sociologie politique à l'université de Douala. Docteur Luison Isomba, bonsoir. Bonsoir Duval, c'est un plaisir d'être là ce soir. Je salue vos nombreux téléspectateurs qui regardent cette belle émission. Je voudrais retourner l'appareil à mon aîné dans la chaire académique pour lui dire que c'est un plaisir d'être avec lui, de partager ce plateau. J'espère que nous aurons les arguments suffisants pour davantage éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent certainement. Docteur Luison Isomba, vous êtes enseignant de droit public et c'est au département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. C'est bien ça. Professeur Charles Ngadivna, on va y aller tout de go. Pourquoi, selon vous, l'Afrique a écouté les analyses qui ont été faites sur les réseaux sociaux depuis l'apparition de ce commentaire assez grave sur les antennes de LCI. Je voulais rappeler que c'était le 1er avril dernier sur la chaîne de télévision française LCI. C'est au cours donc d'une émission où on discutait sur les méthodes de lutte contre la propagation du coronavirus. Il y avait sur ce plateau un chercheur de l'Institut français de la recherche médicale et un chef des services d'un hôpital parisien. Et la question portait donc sur les méthodes de lutte contre ce coronavirus, notamment les recherches qui sont menées autour du vaccin BCG contre le Covid. Et Jean-Paul Mirat, qui était donc un de ses invités sur le plateau et qu'il faut rappeler, chef des services de médecine intensive et de réanimation dans un hôpital parisien, a fait le commentaire suivant: si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida ou chez les prostituées. On essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées.
c'est la réaction qu'il a eue, et cela a suscité un tollé général dans l'opinion publique, notamment en Afrique. Vous, quand vous avez écouté ça, quelle a été votre réaction? Eh bien, je crois qu'il faut prendre un peu de recul pour analyser en étudiant le genre et le registre dans lequel il intervient. Je crois qu'il s'est agi d'une émission télévisée, donc une situation de croisade du verbe. Ça, c'est la première équivoque qu'il faut lever. La deuxième, dans l'approche d'argumentation, ça peut être également apparaître comme une simple boutade relevant de ce qui peut apparaître comme une ironie ou une manière d'amuser la galerie. La troisième précision ou troisième leçon qu'il faut tirer, le point de vue langage comme personne. Donc il agissait intuiti personnel. Et la quatrième, dans la nomenclature maintenant du système médical français, même dans toute organisation moderne, il y a des chefs de bureau, il y a des chefs de service apparentés à des chefs des unités, il y a des chefs de département, il y a des directeurs adjoints et il y a des directeurs. Et vous comprenez bien que même au-delà de la responsabilité de chef de service, il est au deuxième palier de l'autorité. Et sa position n'engageait nullement la position d'un gouvernement pour qu'elle soit créditée d'une certaine autorité, d'une certaine pertinence. D'ailleurs, je l'ai indiqué, le ministère français de l'Affaires extérieures a fait une sortie pour déclarer que ces propos de Jean-Paul Mirat ne reflétaient aucunement la position des autorités françaises sur ce sujet. Voilà, donc je crois qu'avec ces 4 précisions, il faut simplement considérer ce propos comme les propos engageant sa personne, donc son opinion sur un sujet, mais véritablement pour parler comme un journaliste, il faut considérer ce propos comme un train qui arrive à l'heure ou simplement un chien écrasé. Docteur Louison Essomba, il y a quand même que dans la foulée de cette sortie de Jean-Paul Mirat, il y a eu une autre sortie d'un autre médecin. C'est le responsable de la lutte contre la pandémie en RD Congo, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui a indiqué que la RD Congo est prête à accueillir les essais d'un futur vaccin, citant en exemple les vaccins qui ont été utilisés à titre expérimental face à l'actuelle épidémie d'Ebola. Est-ce qu'en mettant ces éléments bout à bout, il n'y a pas quand même à chercher à comprendre ce qui se passe? Bien évidemment, lorsqu'on regarde aujourd'hui les États africains, ont souvent dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et compte tenu de la souveraineté qui appartient à chaque État, donc il revient donc à chaque État de décider, puisque ce sont des questions de santé publique, il revient donc à chaque État de décider si oui ou non leurs terres peuvent être le lieu d'expérimentation d'un certain nombre d'essais de vaccins. Parce que vous vous rendez compte que là, nous avons déjà des positions assez nuancées et contradictoires. Parce que je ne sais pas si vous avez vu des images ce soir sur les réseaux sociaux au Burkina Faso, où il y a une équipe qui est allée dans un quartier pour essayer de commencer à passer le vaccin, et toute la population est sortie comme un seul homme. J'espère que certainement le chef de l'État certainement a dû donner un accord de principe, mais la résistance sur le terrain démontre à quel point aujourd'hui, à partir de la sensibilisation, les citoyens, j'allais dire les citoyens africains, si je peux me permettre l'expression, aujourd'hui comprennent que même si les chefs d'État peuvent, dans une logique qui ne pourrait pas s'expliquer ou néo-coloniale, accepter que leur terre soit le lieu d'expérimentation, il faudra encore compter sur la participation ou l'acceptation du peuple. Et je dois vous avouer que... Mais docteur Louison Essomba, est-ce qu'un chef d'État, puisque je crois qu'on est là justement dans votre domaine, le droit public, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, est-ce qu'un chef d'État, au nom du pouvoir, des pouvoirs qui sont les siens, au nom en prenant en compte le fait qu'il incarne, qu'il représente le peuple et qu'il incarne la nation tout entière, et donc pour cela un certain nombre de prérogatives, est-ce qu'au nom de ces prérogatives-là, il ne peut pas prendre une telle décision au nom du peuple qu'il représente? Justement, la Constitution confère des pouvoirs énormissimes, j'allais dire considérables, aux chefs d'État africains. C'est la raison pour laquelle l'une des premières missions en rapport avec le peuple qui les a portés à ce statut-là, c'est justement de défendre et de protéger le peuple. C'est la raison pour laquelle on vous dit les chefs d'État conçoivent la politique générale de la nation et laissent l'implémentation pratique à l'institution gouvernementale. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que lorsque, pour une question de santé publique comme celle-là,
le chef de l'État, qui est un modèle, qui est l'incarnation de la nation, vous l'avez si bien noté tout à l'heure, monte pour dire, ok, dans notre pays, on va le faire. Il y a là comme une autorité qui se disperse autour, surtout un peu comme un circuit électrique où les électrons voguent autour d'un circuit pour essayer de toucher les uns et les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la parole du chef de l'État est perçue comme une parole d'autorité, et à partir de là, les populations ou le peuple ou les citoyens sont tenus de se soumettre à la décision. Mais vous écouterez certainement un certain nombre d'analystes politiques ou même des leaders de l'opposition sur le continent africain indiquer que compte tenu de la situation, compte tenu du sujet, de la délicatesse du sujet, une pareille décision ne peut pas être prise par le chef d'État sans avoir consulté au préalable, par exemple, le Parlement. Certains diraient, par exemple, que cela doit faire peut-être l'objet d'une loi ou d'un projet, d'une proposition de loi qui doit être analysée au Parlement pour que le Parlement donne son aval. Est-ce que le chef d'État peut, par-dessus le Parlement, prendre une décision comme celle-là à travers un décret sans que forcément la représentation nationale, par exemple, soit sollicitée? Je pense que la question que vous posez, et là vous mettez justement le doigt où ça fait mal. Justement, c'est-à-dire que pour une question, je l'ai évoqué tout à l'heure, une question de santé publique, de politique publique liée à la santé, il serait bien difficile pour un chef de l'État de décider tout seul, intuitu personne, et d'où donc la nécessité justement de se pencher ou bien de solliciter une approbation de nos assemblées politiques délibérantes. Et par ce mécanisme-là, justement, ces parlementaires vont accompagner l'autorité de l'État, puisque il ne faut pas se leurrer, notre Parlement aujourd'hui a d'abord, au-delà des missions de contrôle de l'activité gouvernementale ou de l'élaboration de lois, il y a une fonction de représentation. C'est-à-dire que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, les chefs traditionnels, les grandes catégories socio-économiques et, bien entendu, comme je l'ai évoqué, les chefs traditionnels. Et l'Assemblée nationale, quant à elle, représente le peuple camerounais. Ça veut donc dire que s'il y a une décision d'une telle nature ou d'une telle envergure qui doit être prise, celle-ci nécessite forcément un autre formalisme qui va donc imposer l'accord des autorités parlementaires. Sauf que, professeur Gadjivna, dans le contexte africain, on voit très bien que l'exécutif, très souvent, et je veux dire que c'est la même formation politique qui porte le Parlement et l'exécutif, et donc du coup, même si les textes venaient à être soumis à l'approbation de la représentation nationale, ce serait toujours comme si on avait procédé par un décret, toutes choses étant égales par ailleurs. On a vu dans pas mal de situations des projets de loi initiés par le gouvernement et passés comme une lettre à la poste à la représentation nationale, et du coup ça deviendrait peut-être une simple formalité. Effectivement, vous faites une très belle analyse, et je crois que c'est ce que je voudrais ajouter à la suite du collègue qui est dans son domaine pour dire qu'il faudrait faire une lecture sociologique autre pour appeler à l'humanité, au sens de l'autre, et puis à la philanthropie même de ces chefs d'État. Quand vous analysez la configuration des États africains, tout au moins ce qui concerne les chambres basses ou les chambres hautes, ou les présidents, tous ces chefs d'État africains, il n'y en a pas un seul qui soit mis en minorité. Ça veut dire que s'ils veulent passer un test, si la condition est simplement de faire passer le test à l'Assemblée nationale et au Sénat, je crois que le président de la République aurait gain de cause. Il faudrait plutôt questionner l'urgence ou la nécessité de cette décision-là. Il ne faudrait pas que les calculs mesquins mercantilistes, par exemple d'un chef de l'État, qui en contrepartie peut-être des firmes, parce qu'il ne faudrait pas oublier les lobbies économicistes qui se cachent derrière, peut-être pour essayer de résorber la situation de marasme économique liée à l'arrêt des activités de la chaîne économique, puisse céder à la tentation de ne pas perdre la face, parce que en approfondissant, nous sommes peut-être à 1 mois, nous sommes à 2 mois. Si la crise venait à perdurer, l'État trouverait les moyens pour payer les fonctionnaires, par exemple, pour remplir ses fonctions régaliennes de souveraineté. Vous voyez bien que, au mépris de voir son pouvoir sapé, il peut avoir une propension très forte. Je ne dis pas que c'est le cas du Cameroun, mais l'inclinaison est assez forte et assez poussée et assez patente qu'on verse dans cette possibilité contre
la transformation de ses concitoyens ou de ses compatriotes comme des cobayes d'expérimentation, qu'on cède à ces échanges d'ordre au regard des enjeux financiers et au regard de cette machine économique qui est fortement grippée, qui est fortement pris de plein fouet. Mais sans prendre la défense de ces chefs d'État, est-ce qu'à un moment donné, au regard justement des sollicitations, au regard des exigences, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas essayer des choses qui permettraient non seulement de conserver son pouvoir, mais surtout peut-être d'obtenir quelques prébendes qui permettent quelques subsides qui permettent peut-être de tenir encore sur quelques semaines ou quelques mois en attendant que la crise passe? Nous disons la même chose et je crois que c'est-à-dire au-delà de ce que nous pouvons considérer. Mais est-ce que tout le monde peut faire ce discernement? Parce que là, on parle d'un chef d'État qui doit prendre une décision. En face, il y a une opposition qui crie très souvent au complot. Quel est le chef d'État selon vous? Vous êtes un journaliste chevronné, réputé. Quel est selon vous le chef d'État qui accepterait perdre son pouvoir ou bien avoir sous le dos la menace peut-être de ne pas pouvoir payer les fonctionnaires, c'est-à-dire une révolte ou bien un soulèvement peut-être de la masse des fonctionnaires, ce qui émarge dans le budget de l'État, ainsi de suite. Je crois qu'il n'y a aucun président qui accepterait perdre son pouvoir. Donc, je dis que naturellement, l'inclinaison est assez forte, la propension est assez forte de céder à ce genre de marchandage, à ce genre de concussion, à ce genre d'arrangement souterrain. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faudrait quand même souligner qui peut être atypique ou anomique pour ce qui concerne quand même la République démocratique du Congo. Parce qu'il faudrait distinguer quand même entre les avancées qui ont été faites dans ce sens où les chercheurs locaux ont estimé avoir déjà trouvé quelque chose. Ce qui témoigne d'abord de leur hauteur ou de leur autorité scientifique en la matière, avec la possibilité d'essayer peut-être de faire une contre-expertise de ce qui pourrait aller. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être une certaine ascendance scientifique qui permettrait de savoir que ça peut passer ou bien ça ne peut pas passer. Mais vous avez vu qu'en dehors peut-être de ce pays, ce n'est pas une honte peut-être aux autres chercheurs, mais il n'y a pas eu des avancées de cette sorte-là. Donc eux, on peut encore comprendre qu'ils sont dans la mouvance, dans la possibilité de contrôler la validité ou le caractère non nocif de ces vaccins et peut-être de s'essayer. Mais ce qui reste constant, ce qui reste évident, c'est que la propension est très forte pour les chefs d'État africains. Si cette situation venait à perdurer et au risque de perdre leur poste, ils pourraient céder à ce genre de carnage, à ce genre de mort programmée des populations par les essais. Parce que rien ne justifie, en fait, les statistiques sont claires et les faits sont têtus. La pandémie du coronavirus sévit plus en Occident qu'en Afrique. Pourquoi ne pas essayer sur ceux qui sont déjà peut-être malades? Donc rien ne justifie le choix d'expérimentation de l'Afrique. Et c'est ce qui remet donc au goût du jour les préjugés, les stigmates et les stéréotypes liés à l'Afrique qui restent à la remorque du monde entier. Oui, bon, on parle du vaccin, vous parlez des gens qui sont malades. En règle générale, les médecins disent que le vaccin est préventif et non curatif. Et qu'il faut peut-être essayer sur des sujets qui sont peut-être pas encore malades. Non, mais c'est davantage le risque, puisque si vous prenez un pays qui a déjà perdu 10 000 de ses populations, je crois qu'il y a même plutôt intérêt à protéger ce qui reste au risque de trouver une Italie vide de population, de trouver les États-Unis décimés, de trouver la France ou bien l'Allemagne, l'Espagne, ainsi de suite et autres. Donc je crois que le risque serait plutôt bon de protéger le peu qui reste de l'Italie, le peu qui reste de l'Espagne. En Afrique, nous sommes encore nombreux. Docteur Jean Issomba, il faut observer qu'après la déclaration du professeur Jean-Jacques Muyembe, qui, il faut le rappeler, le responsable de la lutte contre la pandémie en RD Congo, après sa sortie, il y a eu un tollé général sur la toile, au point où il s'est rétracté en indiquant qu'il a tenu que les Congolais ne seront jamais des cobayes et que les vaccins n'auront pas lieu sans des essais cliniques préalables à l'étranger. Lorsqu'on l'écoute, on a le sentiment qu'il essaie juste de rattraper ce qu'il a dit. Mais dans ses premiers propos, on a le sentiment que s'il arrivait qu'on
qu'on essaie de tester ces vaccins sur le continent africain, ce serait par la première expérience, hein, puisqu'il indique qu'il y a eu les vaccins qui ont été utilisés à titre expérimental face à l'actuelle épidémie d'Ebola. D'ailleurs, beaucoup le présentent comme étant le co-inventeur comment on appelle ça, du virus, pas co-inventeur du virus, mais je veux dire que de ceux qui ont travaillé sur la recherche... l'antidote. L'antidote, voilà, contre le virus d'Ebola. On a le sentiment qu'il y a eu déjà auparavant des expériences semblables sur le continent et peut-être même dans ce pays. Oui, bien entendu, l'attitude de ce haut responsable ne peut que être jugée comme un rétropédalage. Vous voyez donc que, au-delà, je voudrais insister sur un point pour qu'on se comprenne très bien et que les téléspectateurs nous suivent, au-delà du fait qu'il y a l'autorité du chef de l'État qui peut valider, peut-être en associant le formalisme ou de l'approbation parlementaire, il faut noter aujourd'hui que les constitutions africaines, certaines d'entre elles prévoient ce qu'on appelle le droit de résistance à l'oppression. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si le chef de l'État ou le chef d'un État, d'un pays décide justement des essais cliniques, de l'expérimentation de ces vaccins en Afrique ou dans son état de compétence, les populations peuvent donc se mettre dans une sorte, pas de rébellion, mais de résistance à l'oppression, c'est-à-dire que remettre en cause l'autorité du chef de l'État qui a décidé de prendre cette position, cette décision. Justement parce que, vous voyez qu'aujourd'hui, là je vais convoquer le professeur Hart qui disait que aujourd'hui, le lieu du pouvoir, ce n'est pas où on le prend, mais c'est désormais où on l'applique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si le président décide, les présidents africains décident que ces expérimentations se font dans leurs pays respectifs, ils ont ici le risque de rencontrer c'est-à-dire que les citoyens qui vont radicalement s'opposer. Parce qu'aujourd'hui, avec les techniques de sensibilisation et bien d'autres, nous avons connu un cas ici au Cameroun avec le docteur Jambo. Et ça s'est fait dans mon village, à Bafia. Il est venu tester le vaccin de la poliomyélite, mais il a plutôt rendu près de 200 personnes aveugles à Bafia. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité que si aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on se rend compte que cela aide beaucoup les citoyens africains de pouvoir, au-delà d'une acceptation au sommet qui peut être faite par le chef de l'État, peut rencontrer dans la résistance des populations, d'où dans la nécessité aujourd'hui de faire monter la pharmacopée africaine, justement pour essayer de juguler on revient sur cette pharmacopée, professeur Gadjitan, vous vouliez dire que... Oui, je voudrais quand même essayer d'apporter un point de vue peut-être un peu différent du collègue. Je suis tout à fait d'accord que si le problème est pris d'en face, chers collègues, les velléités contestataires ou bien les ripostes des populations à l'expérimentation du vaccin, elle est évidente. Je crois que les populations sont préparées. Mais il faudrait également tenir compte de cette analyse que je reviens toujours, je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut tenir compte des approches souterraines, informelles des gouvernements. Parce que, quoi? C'est l'État qui décide de quel type de marchandises qui arrive au port. On peut déclarer un cargo contenant, par exemple, comment on les appelle encore, des cache-nez. Or, ce sont des vaccins. Surtout dans cette période de balbutiement où le protocole de traitement, même quand nous annonçons une quarantaine, une soixantaine guéris, je crois que nous sommes encore dans l'approche du tâtonnement puisque aucune réponse précise, incisive, n'a été donnée pour dire, même les cas guéris, voici le protocole, comment on a procédé. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, quand vous êtes couché, par exemple, ou bien les populations qui viennent pour d'autres consultations, si ces vaccins arrivent sous le nom, par exemple, c'est un exemple, sous le nom d'Artéméter, alors que le contenu est autre. Donc pour dire que le gouvernement garde toujours, s'il veut réussir ce dessein macabre, il garde toujours la possibilité de faire passer cette solution si le gouvernement tient. Puisque c'est le ministre de la Santé qui répondra, ce sont les médecins, pour la plupart, les soins sont délivrés dans des structures de l'État, c'est-à-dire publiques, donc il y a toujours une possibilité d'infiltration si le gouvernement tient. À défaut de passer par l'Assemblée, ils peuvent même enrober le nom et arriver toujours. Donc il est, je crois, de mon point de vue anthropologique ou du point de vue sociologique, d'appeler seulement au sens de l'humanité de ce chef d'État. Mais s'ils en tiennent, les possibilités sont encore énormes.
les ripostes de la population, c'est quand le sujet vient en face pour dire l'État a pris une position. Or, l'État peut ne pas prendre une position formelle, mais faire quand même glisser, faire quand même passer ce marché. Mais l'autre option, professeur Ngadifna, pourrait être l'approche pédagogique. Essayer d'expliquer aux uns aux autres quels sont les enjeux, quels sont les intérêts et les avantages qu'on pourrait tirer d'une démarche comme celle-là. Est-ce que cette approche-là ne peut pas convaincre les populations, ou je ne sais pas, une certaine classe politique dans le sens d'obtenir? Je crois que la précarité dans laquelle nous vivons, nous souffrons nécessairement d'un mal ou bien d'un autre. Et quand vous allez, je crois que vous faites pleinement confiance à ceux qui ont prêté le serment d'Hippocrate. Vous n'allez pas de votre formation de journaliste, vous ne pouvez pas de votre formation de juriste voir ce que le médecin lui a décidé de mettre dans la seringue qu'il va vous inoculer au titre peut-être de dire que vous souffrez d'un accès palustre et qu'il faut peut-être ça, ou alors ce que nous mettrons dans les perfusions que nous prenons. Donc je crois que c'est difficile, sauf à nous de faire tous une formation de médecin, et même là, l'automédication n'est pas permise. Donc, appelons seulement au bon sens de ceux qui ont notre santé entre leurs mains et de dire l'Afrique, en aucun cas, sous aucun prétexte, ne peut servir de terrain d'expérimentation à quelque chose qui n'a pas fait la preuve de ce qu'on appelle en sciences sociales l'irréfutabilité. Donc, l'autorité scientifique de ce vaccin n'est pas encore connue, et il serait vraiment hasardeux de le faire dans un continent qui ne caracole pas au sommet de ceux qui sont malades. La population africaine, elle est encore jeune. La population est encore dense, de grâce qu'on l'expérimente dans les pays qui ont la menace de voir leur population totalement décimée. Et même si on venait à opérer, je veux dire, et même si les gouvernements réussissaient à travers ces entourloupes qu'on l'explique, professeur Ngadifna, à introduire, à inoculer ces vaccins en utilisant d'autres termes, il est évident qu'un jour cela se saura, docteur Luison Isoba, et on devrait se retrouver peut-être face aux juridictions internationales pour répondre d'un certain nombre de faits, de crimes contre l'humanité ou j'en sais plus quoi. Cela se saura bien évidemment parce que et ça se démontre déjà à partir des résistances sur le terrain. Je dois vous avouer que les images que nous avons vues aujourd'hui, je crois c'est au Burkina Faso, sont assez parlantes, éloquentes et illustratives. C'est-à-dire que qui démontre à quel point, et ça je l'invoquais tout à l'heure, le fait aujourd'hui d'avoir des nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent quand même d'avoir une observation nette sur un certain nombre de choses et de prendre du recul. Moi, je dois vous avouer aujourd'hui que, c'est vrai, on parle aujourd'hui du sens de l'humanité, mais moi, je dois vous dire aujourd'hui que les populations, compte tenu de cette pandémie aux effets mortels et mortifères sans précédent, aujourd'hui, les populations ont pris du recul par rapport à l'inoculation même de tous les vaccins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait un tour dans un hôpital La Place. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait la vaccination qui était prévue pour les enfants, le BCG. Mais les dames m'ont expliqué que, les infirmières m'ont expliqué qu'aucune dame n'est venue. Parce qu'avait déjà l'idée de ce que on refuse aujourd'hui d'inoculer les vaccins. Et avec la montée en puissance, on a vu les Samuel Eto'o-fils, les Drogba monter, on a vu même Barack Obama, qui est un président qui était président d'une puissance comme les États-Unis, dit aux Africains de ne pas accepter que l'Afrique soit une expérimentation où on viendra, à partir des essais cliniques qui ont même raté, voir comment inoculer ou expérimenter ces vaccins en Afrique. Donc c'est pour dire quoi? Moi, aujourd'hui, je lève un peu le curseur pour démontrer que même si, et ça le professeur l'a dit avec pertinence, même si aujourd'hui nos chefs d'État estiment tenir leur pouvoir, des officines tapis dans l'ombre, on va aujourd'hui sur cette question de coronavirus, comment est-ce que les industries pharmaceutiques se battent. Ça veut donc dire qu'en réalité, les chefs d'État vont comprendre que si ils valident une telle option, ce sera bien difficile dans la compréhension et dans son implémentation, même si aujourd'hui, on peut, et comme le professeur l'a bien dit, c'est-à-dire que
mettre ça sur un autre fond. Mais si la population se rend compte, je pense que le chef d'État reprend... Mais en écoutant le professeur Galivina tout à l'heure, on a le sentiment, ça nous rappelle les thèses qui ont souvent été développées sur l'origine des pouvoirs des chefs d'État africains, qui très souvent se comportent comme si leur pouvoir venait de l'extérieur, de l'Occident, plutôt que du peuple souverain. Oui, et que de ce point de vue, on comprendrait pourquoi il serait beaucoup plus porté à accepter ces propositions qui viendraient de l'extérieur, non seulement pour protéger leur pouvoir, mais également pour régler un certain nombre d'affinités. Je l'évoquais tout à l'heure dans le propos prélégoménal pour indiquer qu'aujourd'hui, la logique néocoloniale semble l'obliger. C'est-à-dire que, vous avez vu, on n'est pas très loin, on se rappelle qu'il y a quelques mois, le président Macron a fait une sortie qui a fait un tollé en Afrique, qui a bouleversé le Cameroun, justement parce que les Camerounais étaient surpris d'imaginer qu'un chef d'État puisse de manière ouvertement donner des injonctions à un autre chef d'État souverain, surtout en Afrique. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité que, M. Duval, ces questions tombent à un moment sensible. Parce que les uns et les autres sont en train de voir les ravages que le coronavirus sont en train de causer. Vous savez que au départ, les Africains étaient dans une logique de ce que j'appellerais la certitude du mort kilométrique. C'est-à-dire c'est quand les autres meurent à distance que vous estimez que non, c'est une maladie qui n'est réservée que pour les autres. Mais quand vous perdez auprès de vous un proche, vous convenez avec moi que la responsabilité devient très élevée en vous disant que mais donc si d'abord j'ai un voisin qui est tombé, ça veut dire que cette affaire est sérieuse. Donc c'est pour dire quoi, Duval? C'est pour dire que l'opérationnalisation de l'implémentation de ce vaccin en Afrique a peut-être eu des effets productifs d'antan, mais aujourd'hui, je pense que la chose va devenir davantage un peu plus difficile. C'est-à-dire que les décisions prises par nos chefs d'État, si il s'avérerait que certains accepteraient que ce vaccin soit implémenté dans leur pays, va rencontrer à coup sûr justement une résistance du peuple. Professeur Galivina, c'est vrai que vous avez commencé à développer ça tout à l'heure. Peut-être qu'il faudra approfondir davantage. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y a des façons d'être et des façons de faire africaines qui font du continent noir un terrain de prédilection des recherches scientifiques? Je crois que là vous adressez la complexité même de la constitution de l'Africain qui, dans une certaine approche, l'a ravalé dans la catégorie de la bête, c'est-à-dire que un être humain, certes, mais qui n'a pas toutes ses facultés ou bien qui n'est pas accompli et sur lesquels on pourrait se permettre certains tripatouillages. Et davantage aussi cette approche néocoloniale et ce complexe de coloniser que nous avons développé. Et la possibilité toujours de ne pas assumer totalement notre destin. Figurez-vous combien de chefs d'État africains, ceux qui ont peut-être essayé de se tirer du joug de cet impérialisme ou bien de ce diktat, n'ont pas fait long feu, ils n'ont pas fait florès. Donc il y a toujours cette dimension d'assujettissement. Il y a toujours cette posture de vassalisation qui fait que l'Africain ou les chefs d'État africains se sentent peut-être un peu diminués. Au-delà peut-être du dispositif et de l'aéropage juridique que le collègue convoque, qui dit peut-être que bon, chaque État est peut-être souverain, mais il y a une souveraineté factice de surface, mais il y a une inféodation de nos chefs d'État, dans la mesure où nous tenons la grande partie de notre trésorerie chez eux. Et vous savez bien que la culture antique nous apprend bien que vivre d'abord et philosopher ensuite. Donc quand ils tiennent le nœud de la bourse, nous avons une marge de manœuvre assez faible et peut-être nulle ou bien simplement vide. Donc c'est difficile a priori d'assumer à l'heure actuelle qu'un chef d'État africain de X pays pourrait parler d'égal à un chef d'État russe, à un chef d'État français, à un chef d'État américain, ainsi de suite. Il est peut-être difficile parce qu'ils tiennent une partie de notre oxygène qui davantage est économique puisque c'est d'abord manger et soutenir. Et tant qu'on n'aura pas eu cette autonomie ou bien cette marge peut-être d'indépendance, nous ne pourrons pas parler d'égal avec eux. Donc c'est ce qui fait donc que
l'Afrique est à la solde de tout ce que l'Occident peut décider. C'est toujours l'Occident qui va décider de vous faire un crédit d'affectation financière pour remplir les salaires peut-être des fonctionnaires quand nous serons à l'asphyxie, ainsi de suite et autres. Tant que nous serons dans cette situation, tant que nous serons dans la zone franc CFA, tant qu'on n'aura pas rapatrié le trésor des Africains logés en France, je crois qu'il y a une difficulté énorme pour nous de parler à égal. Sauf que dans une approche sociologique, peut-être que cette situation de coronavirus qui a été fabriquée ailleurs, peut-être pensant décimer une partie du monde, mais qui a plutôt fait des ravages là où on a pensé fabriquer. Entendez, peut-être c'est l'occasion pour les chefs d'État africains d'essayer de relever peut-être la côte des négociations et dire, et peut-être tenir fermement à ce que le débat soit au moins d'égal, ou au moins le gap soit au moins réduit à une proportion congrue. Mais professeur Gadjifna, il y a peut-être 20 ans, 30 ans ou 50 ans, la situation n'aurait pas pu être la même chose. On a quand même observé que depuis la sortie de Jean-Paul Mirat sur cette chaîne de télévision française LCI, il y a eu une sorte de levée de bouclier, un tollé général avec des sorties. On a évoqué les sorties de Samuel Eto'o-Fils, de Didier Drogba et beaucoup d'autres figures emblématiques. Je veux bien vous le concéder, et puis je ne veux pas dénigrer Eto'o, nous connaissons l'aura qu'il a, Drogba nous connaissons, mais qu'est-ce qu'il représente dans l'échiquier, dans l'architectonique administrative, étatique ou institutionnelle? Il n'est pas Premier ministre. Il n'est même pas ministre de la Santé. Il n'est même pas directeur d'un hôpital, Samuel. Mais ce sont des leaders. Donc, je crois pour dire, ce sont des leaders, certes, qui peuvent travailler l'opinion publique, qui peuvent peser sur la prise de décision au niveau des gouvernements, au niveau des États. On a quand même remarqué, professeur Gadjifna, que lorsque cela suscitait ce tollé, il y a une réaction du ministère français des Relations extérieures, le Quai d'Orsay, qui a pris la parole pour dire, écoutez, Jean-Paul Mirat l'a dit, ça l'engage. Est-ce que cette promptitude dans la réaction ne traduit pas une sorte de malaise au niveau du Quai d'Orsay par rapport aux réactions qu'on a enregistrées sur la toile venant de la plupart de ces leaders et de ces leaders d'opinion? En saluant la posture ou bien la sortie de nos célèbres footballeurs, ce n'était pas pour dénigrer ou bien pour minimiser, mais c'était davantage pour dire que l'affirmation était quand même assez grave, était quand même, il y avait assez d'insinuations péjoratives ou collées même doublées d'invectives pour que les gouvernements ou les chefs d'État formellement prennent une position. Parce que ils sont restés dans ce que nous appelons en sociologie politique un silence coupable, complice, ou alors une indifférence qui suscite en fait l'adhésion, comme pour dire qui ne dit mot consent. Docteur Jean Issomba, c'est dire que c'est un sujet qu'il va falloir suivre de près, parce que même s'il y a eu ce tollé général en Afrique et cette sorte de rétropédalage, par exemple, de la part du professeur Jean-Jacques Muyembe, cela va sans dire qu'il va falloir être attentif, parce qu'il peut se passer des choses. Je vais dire que dans cette sorte de confusion, on peut avoir le sentiment que cette affaire est réglée. Il peut se passer des choses. Il faut quand même rappeler que après cette sortie de Mirat, après cette sortie de Jean-Jacques Muyembe, il y a eu non seulement les sorties de Samuel Eto'o-Fils, Didier Drogba, Claude Issard et beaucoup d'autres figures emblématiques. Il y a eu également une réaction du directeur de l'Organisation mondiale de la santé qui a indiqué que l'Afrique ne saurait être un terrain d'expérimentation des recherches scientifiques. Est-ce que tout cela n'amène pas à conclure que il y a peut-être un bloc solide face à ce complot entre griffes? Oui, ça rejoint justement la logique et la cohérence des analyses que je fais depuis le début pour indiquer que aujourd'hui, avec la montée en puissance, vous les avez cité, de toutes ces célébrités, de toutes ces personnalités qui ont pour mission ici là de se situer dans une logique de sensibilisation, on se rend bien compte que ça sera bien difficile. Et vous savez qu'après cette crise sanitaire, ça en suivra une crise économique.
Et nos chefs d'État africains, aujourd'hui, qui ont certainement l'idée de ce que les populaires, leurs citoyens les regardent, vont justement avoir une posture difficile, c'est-à-dire qu'ils vont difficilement prendre position par rapport à l'acceptation ou à la validation de l'implémentation de ce vaccin aujourd'hui en Afrique. Parce que si vous voyez déjà l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, qui a catégorisé cette épidémie comme étant une pandémie, et qu'un des responsables, un haut responsable, sort pour faire une telle indication, pour faire une telle affirmation, je pense, pour ma part, que ça nécessite donc une large prise de conscience des uns et des autres, ou l'élan d'humanité que développait tout à l'heure le professeur Ngatimna Chanjamina, pour indiquer qu'en réalité, nos chefs d'État africains ont donc l'obligation aujourd'hui de se mettre du côté du peuple. Parce que même si ils estiment que leur pouvoir peut être fragile, si ils adoptent une position d'opposition ou une position de rétractation envers ou contre les puissances tapis dans l'ombre ou les industries pharmaceutiques, cela peut être compliqué. Par exemple, pour le paiement des salaires, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, après cette crise de santé, vous allez voir, il y aura une crise économique, puisqu'on a déjà pratiquement fait un mois où l'économie est véritablement en train de prendre un coup. Là, j'entre par réfraction dans le domaine économique qui n'est pas le mien, mais pour indiquer quand même qu'on est en train d'observer aujourd'hui que le coronavirus à cette épreuve aujourd'hui, mis en épreuve aujourd'hui, vous renseigne sur la nécessité de renflouer dans le futur l'économie des États africains. Et d'où donc nos chefs d'État peuvent, sur la nécessité, par exemple, de payer les salaires des fonctionnaires, peuvent se laisser aller par des décisions que je qualifierais des décisions flegmatiques et qui pourraient être dangereuses pour la survie et la vie des citoyens en Afrique. Eh bien, Duval, toujours à la suite de cette belle analyse, mais Duval, vous semblez créditer a priori et a posteriori la position de l'organisation, en fait, du directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Mais nous savons tous quels sont les leviers activés pour être, par exemple, pour tenir un poste aussi délicat. Et vous perdez également de vue de ce que sa position peut relever de simples artifices, de simples subterfuges pour dire que non, nous sommes contre, mais revenir donc faire ce rétro-pédalage dont parlait le collègue pour dire l'Organisation mondiale de la santé valide le vaccin, il peut être commercialisé. Donc il faudrait éviter de prendre leur position pour argent comptant. Oui, mais pour travailler davantage, nous le disons, nous n'appuyons pas catégoriquement, mais pour dire que moi je parle de la posture de la politique, qui est en fait une hydre, donc c'est un jeu d'intérêt qui peut plonger ses racines dans une sorte d'analyse stratégique parce que ce sont des enjeux. Nous sommes tous convaincus, même le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, que derrière cette histoire de vaccin se cachent des gros lobbies et c'est des gros enjeux financiers. Ça, autrement dit, il faut passer de se distraire à cette sortie. Effectivement, c'est donc à cette vigilance tout craint, à cette vigilance tout azimut, cette possibilité de faire à chaque fois une assaise, prendre le recul nécessaire, faire la discrimination nécessaire pour arriver à accepter un certain nombre de choses. Et le collègue l'a dit, nous avons au moins l'avantage que les ripostes de la population sont aussi incisives. Il y a au moins des veilles de contestation qui font que si le mal n'arrive pas pendant que nous sommes dans le sommeil, la population est quand même assez préparée pour essayer de contrecarrer. Professeur, vous me donnez l'occasion de boire du petit lait parce que, et justement de corroborer l'analyse que vous faites. Vous vous rappelez que, je crois, un des responsables de l'Organisation mondiale de la santé a fait une sortie pompeuse pour indiquer que l'Afrique est finie. Voilà. Et que le coronavirus va décimer l'Afrique. Et qu'un autre monde vient pour dire non, l'Afrique n'est pas un champ d'expérimentation, ou bien l'Afrique n'est pas un lieu où on rencontre des cobayes pour des expérimentations. Ça veut donc dire qu'il y a lieu de faire très attention à toutes ces sorties. Nous avons indiqué tout à l'heure que beaucoup d'organisations, j'allais dire beaucoup d'industries pharmaceutiques sont tapées dans l'ombre, justement parce que il y a de gros enjeux, de gros intérêts financiers qui se jouent. Donc, il faut faire très attention à cela. Cette difficulté,
peut-être que comparaison n'est pas raison, mais il est difficile de soigner 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes, 60 personnes. Je crois que l'échantillon est assez représentatif pour arriver à délivrer une communication un peu précise. Mais vous allez voir que toutes les questions, même des journalistes les plus célèbres qui ont été posées, il y a toujours eu cette approche d'occulter ou de parler franchement sur le protocole actuel, même s'il n'est pas à élargir ou s'il n'est pas à appliquer aux autres. Personne n'a encore précisément, avec certitude et avec fermeté, pu dire que sur les 60 cas qui sont sortis, voici le protocole qui a été pour peut-être essayer de faire la même chose. Donc vous comprenez la difficulté. Vous parlez du cas du Cameroun. Quand vous parlez de 60 cas, j'imagine vous parlez du cas du Cameroun. Bon, c'est un exemple. Si vous le ramenez au Cameroun, ça vous engage. Je dois quand même rappeler que le ministre de la Santé publique a indiqué il y a quelque temps, répondant de façon peut-être pas très précise à ce sujet-là, on a appris en écoutant d'autres médecins que jusqu'ici, en fait, on soignait les symptômes. On soignait les symptômes, mais que, bien évidemment, en soignant ces symptômes-là, il y en a qui ont pu couvrir la santé, qui sont rentrés chez eux. En Europe, dans le monde, il y a cette polémique autour de la chloroquine associée alors, qui permet, selon le professeur Raoul et d'autres qui travaillent autour de lui, d'apporter la guérison. Oui, mais je crois que, sauf à remettre en cause l'approche peut-être terminologique ou bien sémantique du mot guéri. Quand on dit guéri, ça veut dire que vous vous êtes remis d'une situation. Yeah. Mais c'est possible quand même de communiquer pour dire si c'était des symptômes, quel est l'écrémage de ces symptômes, c'est-à-dire si c'était une toux sèche, si c'est peut-être, c'est pas une température élevée. Voici le protocole, c'est-à-dire qu'on peut communiquer pour dire au premier jour du traitement, voici la combinaison qui a été faite. Mais le seul mot peut-être qui est sorti, c'est le mot chloroquine. Mais à partir, comme je l'ai dit, d'une cinquantaine de personnes au profil différent, au passé alimentaire différent, aux antécédents sanitaires différents, c'est quand même possible de dire au-delà de la chloroquine, voilà, ou bien à l'administration de la chloroquine, voilà comment on a pu faire tirer certains du jour. Donc vous comprenez donc la difficulté à assumer parce qu'il y a une organisation qui a le monopole de dire le vaccin est trouvé, voilà le bon vaccin, parce que ça vient de l'OMS, qu'on le prenne pour argent comptant. Dans cette situation de confusion, surtout dans cette situation de tâtonnement, parce que la crise, elle est encore ambiante, elle est nouvelle. Le vaccin, même s'il en a un en expérimentation, il est fait sur la base du tâtonnement. Donc, rien n'a encore été validé parce qu'il y a une durée minimale et puis des approches curatives d'une certaine densité pour arriver à établir la validité scientifique d'un produit. Donc, pour le moment, les chercheurs sont tous sous le feu de la rampe et il est imprudent de se dire que le vaccin qui arrive, c'est vraiment la panacée. Docteur Louison Essoumba, vous parlez d'ailleurs de cette pharmacopée traditionnelle en indiquant que face à ce tâtonnement, et peut-être au regard de ce qu'il y a comme enjeu financier autour des protocoles qui sont suggérés jusqu'ici, il est important que les Africains puissent proposer aussi, en s'appuyant sur la pharmacopée traditionnelle africaine, des protocoles qui pourraient permettre de juguler également cette pandémie. Je crois que l'heure est arrivée pour les Africains de démontrer quand même que, au-delà des vaccins qui peuvent venir de l'Europe, nous avons de manière sur le terrain endogène et local un certain nombre de, un certain nombre de choses que l'on peut implémenter, l'on peut explorer justement pour essayer de venir à bout de cette pandémie. Parce que ce serait l'argument le plus solide en disant, écoutez, nous on n'accepte pas votre vaccin parce que nous avons une alternative, c'est ça. Justement, c'est en cela que je dis, c'est l'occasion plus que jamais pour nos tradipraticiens, pour un certain nombre justement de chercheurs africains, justement de développer des thérapies d'origine africaine qui puissent justement être valides et combattre et remettre en cause justement tout ce qui est toujours bien dit venant de l'Europe. Ça veut donc dire quoi? Que nos tradipraticiens, ils sont nombreux en Afrique, c'est le lieu de monter sur le créneau et de trouver quelque chose. Surtout que l'Afrique
est articulé autour des traditions. Donc, on peut, sur la base de la tradition, trouver des petites voies et moyens pour essayer de juguler ce phénomène. C'est-à-dire que pendant que l'on attend une certification de l'OMS. C'est-à-dire que comme la Chine, comme l'Inde, on n'est pas obligé d'attendre l'OMS. Justement, c'est-à-dire que, et surtout qu'on voit aujourd'hui, monsieur Duval, regardez bien, quand le professeur Raoul dit la chloroquine peut soigner et soigne les cas positifs de l'atteinte du coronavirus, vous avez vu la riposte. Il y a d'autres professeurs, d'autres chercheurs qui ont estimé que non, cette chloroquine n'était pas en même de soigner cette maladie. Donc on a remis en cause même la recherche faite par le professeur Raoul. Or, qui s'est avéré à un certain moment donné efficace. Donc ça peut dire quoi? C'est pour dire que les officines, les tapis d'alarme, les films tapis d'alarme, ces industries pharmaceutiques tapis d'alarme, justement veulent faire imposer quelque chose à l'endroit des Africains pour justement juguler l'effet économique escompté. Parce que là, ça ne s'explique pas. Et je crois que le professeur Raoul, lui-même l'a également indiqué, il a interpellé les États africains, je ne sais pas si vous avez vu sa dernière sortie, il a dit non, que l'Afrique n'est pas un lieu d'expérimentation des vaccins, qu'à partir de la chloroquine, on peut soigner tous ceux qui sont frappés par le virus, par le coronavirus. Pourquoi on n'écoute pas, pourquoi on n'entend pas les Africains, je veux dire, en ce qui concerne la proposition des protocoles pour faire face à cette pandémie? Est-ce que cela est lié aux éléments que vous avez évoqués tout à l'heure? Vous avez parlé du complexe du colonisé, et vous avez parlé, je veux dire, cette situation d'asservissement qui a amené finalement les Africains à penser qu'ils ne peuvent pas produire ou apporter grand-chose à la civilisation universelle. Effectivement, vous le dites si bien, parce que c'est peut-être malheureux cette situation, cette histoire de Covid-19, mais c'était donc une occasion pour que l'Africain, surtout des sciences médicinales, d'apporter la preuve qu'au lieu d'attendre un son de cloche qui venait, un scientifique qui viendrait d'ailleurs, et même, je peux vous faire une révélation, quand vous prenez les 6 dernières années, en fait il y a 6 ans environ, mais dans les concours d'agrégation en médecine en Europe, comment vous pouvez penser que le major, le vice-major, soient des Africains, mais qu'on ne puisse pas avoir des officines ou bien des laboratoires de chez nous, qu'un médecin africain puisse établir que la chloroquine couplée à tel autre produit, ainsi de suite et autres, peut arriver à résoudre cette histoire qui s'accroche sur des poumons humains, ainsi de suite et autres. Donc je crois que c'est peut-être l'occasion pour les chercheurs, surtout les scientifiques de ce bord, puisque nous sommes dans les sciences sociales, mais ceux qui ont fait la formation puissent faire des études, mais il y a quelque chose également qui pèse, qui milite peut-être en faveur de cette difficulté de tirer à boulet rouge sur ces scientifiques. Dans nos universités, quels sont les fonds alloués véritablement à la recherche au niveau du ministère de la Santé? Quelle est la part de financement allouée à la recherche, ainsi de suite et autres? Bon, peut-être ce ne sont pas les cerveaux qui manquent, mais où sont les plateaux techniques d'expérimentation? Faites-en un tour dans les ministères dédiés à la recherche scientifique et technique. Allez regarder la date de fabrication et la date de mise en œuvre des horoscopes, des scanners qui sont là, ainsi de suite et autres. Je crois que c'est un Moyen-Âge en plein 21e siècle. Donc je crois qu'il y a cette dimension, et peut-être c'est l'occasion pour que les dirigeants essayent un peu d'étoffer la ligne dédiée à la recherche. Je ne pense pas que ce soit le quotient intellectuel qui pourrait manquer à l'Africain. Mais puisque ces Africains-là, dans un contexte meilleur en Occident, produisent des résultats extraordinaires. Voilà, donc nous payons un peu le prix de cette vacuité de la tradition de la recherche ou du nihilisme d'une tradition, d'une culture de recherche scientifique. Je crois que nous payons simplement le lourd tribut de cette vacuité, de ces nihilismes-là, parce que ce ne sont pas les têtes pensantes qui manquent, et l'histoire a quand même connu des grands agrégés de médecine il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et cela nous ramène, docteur Luzon Essomba, à d'autres situations. Lorsqu'on parle de recherche en Afrique, on se souvient encore du Vanivax,
avec le professeur Anou Mangou concernant le sida. Aujourd'hui, on ne sait pas où on en est exactement avec cette affaire et ce que cela est devenu. Il y a peut-être ici une nécessité d'interroger, comme le dit le professeur Ngadifna, non seulement les moyens que nous accordons, que nous mettons dans la recherche scientifique, mais également la valeur que nous-mêmes nous accordons aux recherches qui sont menées par les Africains. Et il se trouve que nous sommes peut-être parfois les premiers à discréditer ce travail, à ne pas le valoriser, et donc du coup cela n'encourage pas beaucoup la recherche scientifique en Afrique. Oui, justement, moi je pense que le professeur venait de vous l'indiquer, c'est-à-dire que quand on jette un regard synoptique sur les meilleurs médecins aujourd'hui dans le monde, il n'y a que les Africains caracolent au sommet. On ne va pas loin, nous avons vu Equinox Soir, regardez les médecins camerounais qui sont éparpillés dans le monde aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que la logique de mettre les moyens dans la recherche s'impose comme une nécessité aujourd'hui au regard justement de cette crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, qui est en train de décimer le peuple mondial. Donc ça veut dire quoi? Il faut donc renforcer justement que les États africains renforcent le budget de l'État à l'endroit justement des ministères concernés, le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche, pour que les uns et les autres puissent nous trouver, lorsque nous attendons encore que le vaccin énigmatique sorte justement d'un chapeau magique de l'Europe, que nous soyons déjà à même au niveau de l'Afrique de trouver des moyens palliatifs justement qui vont permettre de juguler une telle crise. Et vous voyez aujourd'hui que même au niveau de l'enseignement supérieur, vous voyez, nous avons une prime qui, pour l'avoir, il faut annoncer multimage. Pourtant, elle devrait être une prime qui vient de soi, parce que la recherche permet justement de se mettre au niveau juste de l'enseignement. Parce que vous ne pouvez pas aller enseigner quand vous ne faites pas vous-même des recherches. C'est-à-dire que vous serez surpris par l'étudiant qui va aller et qui va vous surprendre par une question nouvelle à laquelle vous ne vous y attendez pas. Et ça fait très mal pour l'image de l'enseignant. Donc ça veut donc dire quoi? Que clairement, nos États africains doivent comprendre, les pouvoirs publics doivent comprendre que la santé est une question primordiale. Si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien. Les États africains, il y a quelque temps, ont signé une convention qui les contraignait à mettre au moins 15% de leur budget dans la santé publique. J'écoutais un diplomate indiquer qu'on n'a pas 4 ou 5 États qui aient réussi cet exploit-là. Cela veut dire que nous ne mettons pas beaucoup de force, beaucoup de moyens dans la santé publique. Et donc, si il en est ici de la santé publique, quand c'est... Vous avez vu, le ministre de la Santé, vous avez vu le problème à Chope aujourd'hui. Le ministre de la Santé est obligé de passer à un appel de solidarité citoyenne, justement, pour essayer d'avoir des fonds, réunir les fonds, ne serait-ce que pour la fabrication de ces cache-nez d'un gel hydroalcoolique pour essayer de juguler le phénomène. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, l'assiette budgétaire réservée au ministère de la Santé mérite justement un accroissement, un renforcement pour que, au moment venu, lorsque nous faisons face à de telles pandémies, que nous ayons une réaction féroce du ministère en charge de la santé dans les États africains. Je crois que le collègue a dit quelque chose de fondamental qui touche quand même, peut-être on a le privilège aujourd'hui d'être tous de l'enseignement supérieur. Ça peut apparaître banal, ça peut peut-être attirer un peu de rire, mais c'est quand même quelque chose, une curiosité quand même de savoir que quelque chose qui est libellé prime de recherche, mais qui viennent à compte-gouttes. Quelquefois, c'est différé d'une année. Quelle est véritablement la valeur ajoutée que vous attendez de la recherche? Et le collègue l'a peut-être signalé, je crois que ce n'est pas un secret de polichinelle, de savoir par exemple qu'une 4e tranche d'une prime, cette fois peut-être pas seulement de recherche, mais de la modernisation, que des collègues soient encore à attendre cette prime qui aurait dû être payée l'année passée. Donc je crois qu'il y a quand même
il faut avoir peut-être le courage de le dire et peut-être de l'assumer, de dire qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même faire, ou il y a un coup de pied à mettre dans la fourmilière, parce que c'est vraiment, comme le collègue l'a dit, prime de recherche, mais qui est payé à un rythme ou bien une cadence qui n'est pas définie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de projection ou de programmation, et que peut-être d'autres collègues ont bénéficié d'une prime de modernisation et d'appui à la recherche, et que d'autres n'en ont pas, ou attendent déjà 2 trimestres de retard. Je crois qu'il est difficile d'attendre des résultats probants et fiables de cette sorte. Mais je voudrais ajouter aussi dans la kyrielle des motifs, je crois qu'il y a une structuration de l'Africain à l'autoflagellation et à l'autodiscréditation. Les mentalités, l'univers de nos représentations sont structurés à telle enseigne que si c'est un Camerounais qui, par exemple, établit que c'est la chloroquine ou bien une feuille dans notre pharmacopée traditionnelle qui peut être une thérapie, c'est aussitôt balayé. Mais quand c'est peut-être un Ivoirien qui vient, on a tendance à créditer. Et je vous l'ai dit sur la base d'une petite étude sur le menthol, les simples que nous mettons aux lèvres, qui sont fabriqués ici et qui sont de bonne qualité. Mais regardez, tous nos frères qui vont au Bénin, qui vont en Côte d'Ivoire, préfèrent celui qui est fabriqué, je ne voudrais pas donner le nom pour ne pas faire de la publicité, on préfère plutôt celui-là. Donc c'est comme si on est déjà structuré à l'idée que rien d'innovant, rien d'original, rien de sérieux ne peut venir de l'intérieur, donc dans une approche endogène. Donc il y a cette autoflagellation culturellement, il y a cette autodiscréditation qui fait que nous avons quelquefois le plomb dans l'aile. Mais si on va sortir de l'émission, je pose une question qui va tenir lieu de conclusion et qui va nous permettre peut-être de résumer notre pensée sur ce plateau aujourd'hui. Dr Louison Issomba, alors au regard de tout ce qu'il y a eu comme mouvement autour de cette sortie de Jean-Paul Mira, qui fait une déclaration dans laquelle il insinue que des études pour voir si le vaccin BCG peut soigner le coronavirus, que ces études-là devraient être menées en Afrique, et puis finalement ce tollé général que cela a suscité, amenant un certain nombre de personnes à faire une sorte de rétropédalage. Parce qu'il faut quand même préciser que les deux sur ce plateau se sont excusés en indiquant que, bon voilà, il faisait le mea culpa par rapport à ce dérapage. On a vu également le professeur Jean-Jacques Mouyébé de RD Congo faire également une sorte de rétropédalage. Puis, il y a eu des réactions quand même assez fortes d'un certain nombre de leaders d'opinion, et surtout cette sortie du directeur de l'OMS, sans oublier le Quai d'Orsay. Par rapport à cette question-là, est-ce qu'il faut arriver à la conclusion que le complot contre l'Afrique a été éventré? Oui, je vais... En fait, moi je pense clairement que ce coronavirus vient permettre aux uns aux autres, surtout aux chefs d'État africains, de comprendre que lorsque vous tenez le pouvoir, vous le tenez de la source du peuple. C'est-à-dire que, et il faut se mettre au service du peuple. C'est la raison pour laquelle je l'indiquais tout à l'heure avec force, vigueur et pugnacité, que si aujourd'hui nos chefs d'État africains s'amusent à valider l'option de l'implémentation de ces vaccins en Afrique, je pense que c'est le moment où plus que jamais, ils recevront l'une des ripostes les plus corrosives de l'endroit de leurs citoyens. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les images que j'ai regardées aujourd'hui dans le cadre au Burkina Faso m'ont convaincu à suffire que, compte tenu aujourd'hui du degré, des ravages de cette pandémie, toute sortie sur la question mérite de prendre du recul, ou bien toute sortie mérite que l'on y mette de la prudence. Parce que vous avez vu, vous ne pouvez pas expliquer aujourd'hui le rétropédalage que nous avons observé de la part de... Comment vous l'avez... Le professeur Jean-Jacques Mouyébé. Voilà, Jean-Jacques Mouyébé. On ne comprend pas. Pourtant, au départ, il avait une attitude d'affirmation avérée
Mais on le voit pas. Oui, s'appuyant même sur des cas antérieurs. On le voit, sur des expériences on le voit antérieures. faire un retour-pédalage. Ça veut dire tout simplement que les gens au départ semblent peut-être minimiser la pleine mesure de la gravité de cette pandémie, mais que toute sortie aujourd'hui mérite d'être, mérite de placer un peu de la pédale douce, parce que les chefs d'État qui vont s'amuser à faire valider cela, cette implémentation de ce virus en Afrique, au regard aujourd'hui du tollé que cela a produit de la part des célébrités, de la part des peuples, des différents peuples, ce sera bien difficile que cette autorité traverse la volonté du peuple. Donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, aujourd'hui sont mises au service du peuple pour justement rester dans l'esprit de la sensibilisation, afin que cette idée que je qualifierais de néfaste ne puisse pas avoir lieu en Afrique. Et là, vous semblez répondre au professeur Gadjivna, qui semblait dire que cela peut être fait à l'insu des Africains. Vous semblez souligner que dans tous les cas, cela se saura. Cela se saura. Et ce sera bien difficile pour ceux qui auraient validé cette option. Professeur Charles Gadjivna, un complot contre l'Afrique a été éventré. Bon, je crois que pour revenir à sa chute, je partage, il n'y a pas d'affirmation catégorique, surtout que la tradition littéraire nous apprend effectivement qu'il n'y a point de vérité que le temps ne révèle, sauf que ce qui est révélé avec retard aura déjà produit l'impact. Et je ne voudrais pas, somme toute, être pessimiste ou bien défaitiste, ou vouloir encore jouer à l'oiseau de mauvais augure, ou bien tenter de lire dans une sorte de boule de cristal, pour dire que peut-être, pas comme vous dites, le complot a été éventré, je peux vous le concéder, mais peut-être davantage, le complot a peut-être été différé, ou tout au moins il reste encore dans l'univers du possible, parce que la politique nous apprend qui est des artifices, qui est des subterfuges, qui est des stratagèmes, donc, et que en politique il n'y a pas de position définitivement acquise. Aujourd'hui, le directeur de l'OMS peut dire ça ne se fera pas en Afrique. Ce n'est pas exclu qu'ils reviennent pour dire finalement c'est l'Afrique qui s'y prête, sur le prétexte par exemple que la chaleur, nous sommes dans une zone tropicale, pour voir la capacité de résistance, ainsi de suite et autres. C'est une décision. Donc il faudrait faire une assise, prendre le recul nécessaire, mais rester somme toute éveillé, parce qu'il y a toujours ce spectre de cette imposition ou de cette inféodation, de cette vassalisation de l'Afrique qui reste toujours. Donc je crois que nous avons intérêt, comme le collègue l'a dit, à être vigilants, mais avec le prérequis de ce que la population semble quand même déjà préparée, parce qu'elle devient un peu, peut-être pas rébarbative ou bien subversive, mais elle est quand même, l'opinion est un peu éclose, elle est assez vigilante et elle est assez préparée pour ne pas assumer n'importe quoi. Mais je crois que c'est difficile d'attendre que la panacée revienne toujours de l'extérieur. Il faut compter sur la pesanteur endogène, et c'est encore un appel que je lance à mes collègues, à tous ceux qui sont scientifiques, de dire que c'est peut-être par là que les scientifiques du domaine de la médecine peuvent administrer la preuve de notre impérialisme, de notre supériorité, de notre percutance dans le domaine de la recherche scientifique au plan médical. Et peut-être, pourquoi pas, avoir le privilège d'être le pays qui enfin a apporté un vaccin à une pandémie sans précédent. On va s'arrêter là pour ce mercredi, en rappelant bien évidemment qu'en attendant bien évidemment que ce vaccin soit trouvé et que des vies soient sauvées, il faut rester sur les instructions qui ont été données par les autorités sanitaires et politiques de notre pays et d'ailleurs. Ce sont des règles d'hygiène qu'il faut respecter, et de plus en plus on parle du cache-nez qu'il faut porter dans la rue. Et surtout rendre ce vibrant hommage, brûler, si on veut rentrer dans la tradition de la liturgie catholique, brûler un cierge à tout le dispositif du corps médical qui au quotidien sont au sommet de ce malade, c'est-à-dire ad vitam, quotidiennement au contact de ceux qui sont effectivement porteurs. Donc, et risquant leur vie, et risquant celle de leur famille directe, et pour sauver
plutôt d'autres vies. Donc je crois que toutes nos prières doivent converger à ceux qui gardent toujours le moral haut, qu'ils tiennent haut ce flambeau de ce serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. Mais davantage, nous devrons les aider à appliquer les mesures édictées par le président de la République. Ça peut peut-être sauver, ça peut protéger. Merci, Dr Louison Essoma, d'être venu sur le plateau de Centre Débat. C'est moi qui vous remercie pour cette sollicitude et je remercie les nombreux téléspectateurs qui sont restés jusqu'à tard pour regarder cette belle émission. Vous êtes enseignant de droit public au département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Professeur Charles Gadivna, merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce soir. C'était un plaisir de croiser le verbe et je ne vous dirai pas plus sur l'audience somme toute exponentielle de votre émission qui, de par le monde, est suivie. C'était donc tout un plaisir de partager le plateau en cette période difficile, bien que nous ayons gardé la distance. Bien évidemment, et c'est justement parce qu'il faut respecter ces instructions que pour un plateau où en règle générale on a 5 personnes, on l'a ramené à 3, donc 2 invités et bien évidemment le modérateur pour regarder ces règles de distanciation sociale. Et donc c'est la raison pour laquelle nous invitons vous également, mesdames, messieurs à la maison, de faire vôtre ces instructions qui ont été édictées par les autorités sanitaires et politiques. Merci à tous ceux qui ont été avec nous tout au long de cette émission. Merci à Dallas Tiana, à Georges Mitterrand Dam, à Carlos Minoué, Eric W. Watat. Merci d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub.